Le texte est arrivé un mardi matin, le 3 mai 2022, à 9h47. J'étais assise dans mon appartement sur le campus, en train de relire ma thèse une dernière fois avant la soutenance de mon doctorat le lendemain. 8 années de recherche sur les applications des énergies renouvelables dans les pays en développement. 8 années de soirées tardives, d'expériences ratées, de percées, de revers, et enfin, de succès. Mon téléphone a sonné. J'ai souri en pensant qu'elle m'envoyait un message pour me souhaiter bonne chance pour ma soutenance. Peut-être pour confirmer les détails de leur vol pour la cérémonie de remise des diplômes samedi. A eu lieu de cela, j'ai lu, Sarah, ton père et moi avons décidé de ne pas assister à ta remise de diplôme. Nous devons être honnêtes. Nous pensons que tu as gaspillé 8 ans pour quelque chose d'irréalisable. Le diplôme de MBA de ton frère sera remis dans 2 ans. Et c'est important pour sa carrière. Nous gardons notre temps et notre argent pour cela. J'espère que vous comprenez. J'ai regardé l'écran pendant une bonne minute. Puis un autre message. On a aussi dit à tout le monde que tu finissais enfin l'école. Ils ont tous demandé ce qui avait pris tant de temps. C'est gênant d'expliquer que tu es encore étudiante à 30 ans. J'ai posé le téléphone avec précaution. Mes mains tremblaient. 8 ans. J'avais passé 8 ans à obtenir ce diplôme tout en travaillant comme assistante de recherche, avec une allocation qui couvrait à peine le loyer. 8 ans que je parlais à ma famille de mes recherches, de mes publications, de mes progrès. Ils n'ont jamais posé la moindre question sur mon travail. Mon frère cadet, Derek, avait terminé ses études universitaires il y a 2 ans et avait immédiatement commencé à travailler dans une société de conseil. Il était maintenant inscrit à un prestigieux programme de MBA pour cadres. 2 ans à temps partiel tout en travaillant à temps plein. Mes parents ne cessaient de parler de lui. Le MBA de Derek le préparera pour la vie. L'entreprise de Derek paie son diplôme. Derek gagnera un salaire à 6 chiffres d'ici 30 ans. Pendant ce temps, j'étais la honte. Celle qui continuait à aller à l'école au lieu de trouver un vrai travail. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Bonjour, chérie. Tu as reçu mon message? Maman, mon diplôme est dans 4 jours. Tu ne viens vraiment pas? Sarah, on t'a expliqué. Ton père a un tournoi de golf ce week-end. Et honnêtement, nous avons assisté à la remise de ton diplôme de fin d'études. De combien de remises de diplôme une personne a-t-elle besoin? C'est mon doctorat. Maman. C'est différent. C'est un autre diplôme qui ne t'aidera pas à trouver un emploi, interrompt-elle. Chérie, nous t'aimons, mais nous sommes inquiets. Tu as 30 ans, tu n'as pas de carrière, pas d'économie, pas de réelle perspective. Derek est en train d'acheter un appartement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le point de soutenir ma thèse. Je suis sur le point de devenir le docteur Sarah Mitchell. Et après, demande-t-elle. Qui va t'embaucher? Que allez-vous faire avec un doctorat? Qu'est-ce que c'est déjà? Ingénierie de l'environnement avec une spécialisation dans les systèmes d'énergie renouvelable, c'est ça? Et combien d'emplois y a-t-il dans ce domaine? Je ferme les yeux. Maman, j'ai un travail en vue. Je t'en ai parlé, ce poste de post-doctorant. Sarah. Ce n'est pas un vrai travail. C'est plus de l'école. C'est un poste de chercheur à Stanford. Il est payé $68 000 par an. Derek fait 4 ans de recherche sur le terrain. Des résultats publiés dans 3 grandes revues. Inutile, selon ma mère. Le lendemain, ma soutenance s'est parfaitement déroulée. Mon comité a fait l'éloge de mon travail. Jennifer Hartley, ma conseillère, m'a dit que c'était l'une des meilleures thèses qu'elle avait vues en 20 ans. Vous pouvez être fière, m'a-t-elle dit. Cette recherche va changer des vies, Sarah. Merci, ai-je dit en essayant de sourire. Elle a étudié mon visage. Votre famille ne viendra pas à la remise des diplômes, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je suis désolée, dit-elle doucement. Pour ce que ça vaut, je serai là. Et je suis fière de toi. Le samedi arriva. Le 7 mai 2022. Le jour de la remise des diplômes. J'ai enfilé ma robe de docteur, seule dans mon appartement. La lourde robe noire, le bronzage en velours, le capuchon bleu et or représentant mon domaine.
Je me suis regardée dans le miroir. Docteur Sarah Mitchell. J'avais réussi. Malgré tout. J'avais réussi. Et la cérémonie a lieu à 14 heures dans l'arène principale de l'université. Des centaines de diplômés, des milliers de membres de leur famille remplissaient les sièges. J'étais assise dans la section des doctorants, nous étions une quarantaine au total. Autour de moi, j'ai entendu des discussions enthousiastes, des gens qui désignaient leur famille dans la foule, des parents qui faisaient des signes de la main, des frères et sœurs qui tenaient des pancartes. J'ai levé les yeux vers la mer de visage et je n'ai vu personne que je connaissais. Le docteur Hartley était assis avec les professeurs, mais c'était tout quand ils ont appelé mon nom, Sarah Elizabeth Mitchell, docteur en philosophie dans le domaine de l'ingénierie de l'environnement. J'ai franchi l'estrade sous les applaudissements polis de la foule. J'ai traversé l'estrade sous les applaudissements polis d'inconnus. Personne n'a crié mon nom. Personne ne s'est levé. Personne n'a pris de photo. J'ai serré la main du doyen, j'ai reçu mon diplôme et je suis reparti de l'autre côté. C'est tout. 8 années résumées en 15 secondes. Après la cérémonie, je suis resté à l'extérieur de l'arène pour regarder les familles célébrer. Fleurs, ballons, larmes de joie, embrassant leurs diplômés, leur disant à quel point ils étaient fiers. Je suis monté dans ma Honda Civic de 12 ans et je suis rentré à mon appartement. Ce soir-là, j'ai mangé seul des plats chinois à emporter et j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Sarah Mitchell, PhD. Ma mère m'a envoyé un SMS à 20h30, ça s'est bien passé? Pas félicitations. Pas nous sommes fiers de toi. Juste, ça s'est bien passé? J'ai répondu oui. Elle m'a répondu. Bien. On se reparle bientôt. Et c'est tout. A eu cours des 2 semaines suivantes, j'ai emballé mon appartement et déménagé à Palo Alto pour mon poste de postdoc à Stanford. Le docteur Hartley m'avait mis en contact avec le docteur Robert Chin, qui dirigeait un laboratoire novateur axé sur les énergies renouvelables abordables pour les pays en développement. Le travail correspondait exactement à ce que je voulais. Un travail utile, innovant et stimulant. Je développais des systèmes de micro-réseaux solaires qui pouvaient être fabriqués et installés à peu de frais dans des zones dépourvues d'électricité fiable. Mes parents m'ont appelé une fois au cours de ces 3 premiers mois pour me dire que Derek avait été promu consultant principal. Mon père m'a dit, il va vraiment loin, il fait des choix de carrière intelligents. C'est super, ai-je répondu. Comment se passe ton travail de recherche? Ça se passe bien. Nous venons d'obtenir l'autorisation d'effectuer des essais sur le terrain au Kenya. Kenya. La voix de ma mère était sceptique. Pourquoi le Kenya? Parce que 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à une électricité fiable. Mes micro-réseaux pourraient changer cela. Silence. Puis mon père, c'est bien, chérie. Très noble. La société de Derek vient de signer un contrat avec une entreprise du Fortune 500. Une grosse commission pour lui. Après cela, j'ai cessé de leur parler de mon travail. 6 mois après le début de mon postdoc, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'avais collaboré avec une petite entreprise appelée SolarReach qui essayait de commercialiser des solutions d'énergie renouvelable pour les marchés en développement. Elle était en difficulté, avec une excellente technologie, mais un modèle d'entreprise épouvantable. Le PDG, Michael Torres, m'a appelé en novembre. Sarah, nous sommes en train de couler. Il nous reste peut-être 2 mois de piste. Mais la conception de votre micro-réseau est révolutionnaire. Si nous pouvions trouver un moyen de le rendre rentable. Je suis un chercheur, pas un homme d'affaires, ai-je dit. Vous voyez ce que je veux dire. Restez professionnel. N'en faites pas une affaire de famille. Derek, sais-tu vraiment ce que je fais au musée? Tu y travailles. Des trucs de musée. Écoute, je dois y aller. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord? Il a raccroché. Je suis restée assise un long moment, puis j'ai consulté le site internet du musée. Ma biographie figurait en bonne place sur la page de direction. Sarah Mitchell, directrice générale, docteur en anthropologie culturelle, Université de Yale. Anthropologie culturelle, Université de Yale. Ancienne directrice adjointe du Metropolitan Museum of Art, membre du conseil d'administration du Conseil international des musées, auteur de Cultural Preservation in the 21st Century, préservation culturelle au XXIe siècle, récipiendaire en 2019 de la National Medal of Art, médaille nationale des arts,
Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, l'atrium du musée étant visible par la fenêtre derrière moi. Des informations de contact. Un CV détaillé. Derek n'avait jamais regardé. Pas une seule fois en 4 ans. Le 13 janvier arriva froid et lumineux. Je m'étais habillée avec soin ce matin-là. Un costume anthracite taillé sur mesure, un minimum de bijoux, mes cheveux tirés en arrière en un chignon professionnel. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. Un cadre supérieur de l'une des institutions culturelles les plus importantes au monde. À 9h45, Jennifer m'a informé. Le cortège de la députée Chen vient d'arriver. La sécurité l'escorte. Son chef de cabinet. 2 assistants et un attaché de presse. La presse. Ils veulent des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans le hall principal. C'est une bonne chose pour son travail au sein de la sous-commission des arts et de la culture. Bien sûr, il s'agit autant de son profil politique que d'un véritable intérêt pour les musées. À 9h58, le téléphone de mon bureau sonne. La sécurité. Dr Mitchell, la fête de la députée Chen est dans le hall principal. Elle est prête à vous accueillir. J'arrive tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Il nous restait 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall principal était vide, à l'exception du service de sécurité, de Rebecca Chin et de son équipe. Rebecca avait l'air polie et professionnelle dans une robe et un blazer bleu marine. Elle s'entretenait avec son attaché de presse, faisait des gestes en direction de l'architecture. Planifiant manifestement ses angles de prise de vue. Je me suis approché discrètement. Son chef de cabinet, un homme d'une 40aine d'années à l'œil vif, m'a remarqué en premier. Dr Mitchell, dit-il en me tendant la main. Tom Bradford, chef de cabinet de la députée Chen. Merci d'avoir accepté cette visite. Bien sûr. Je lui ai serré la main, puis je me suis tourné vers Rebecca. Madame Chen, bienvenue au Smithsonian National Museum of Natural History. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice générale. Rebecca a fait pivoter son sourire politique sur place. Dr Mitchell, merci beaucoup pour... Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Mitchell, dit-elle. Sarah Mitchell? Oui. Comme dans Sarah Mitchell, la sœur de Derek? Oui. Le silence qui suivit fut profond. Tom Bradford avait l'air confus. Les assistants échangent des regards. L'attaché de presse tenait son appareil photo prêt. Ne sachant pas si elle devait photographier ce moment. Je n'ai pas réalisé. Le calme professionnel de Rebecca se fissurait sur les bords. Derek a dit que vous travailliez dans un musée. Il n'a pas mentionné. Que je le dirigeais? J'ai terminé doucement. Non, il ne l'aurait pas dit. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Rebecca est passé par plusieurs expressions. Embarras, confusion, prise de conscience. Le directeur exécutif. Vous êtes le directeur exécutif du musée d'histoire naturelle du Smithsonian. L'un des 19 musées Smithsonian, oui. C'est ma principale responsabilité. Tom Bradford, et c'est tout à son honneur, se ressaisit rapidement. Madame la députée, pouvons-nous commencer la visite? Le docteur Mitchell a généreusement prévu 2 heures pour nous. Oui, dit Rebecca, mais elle me regardait toujours fixement. Oui, bien sûr. Je leur ai fait visiter le musée en commençant par les expositions principales. J'ai expliqué notre mission. Recherche. Éducation, préservation de 145 millions de spécimens et d'artefacts représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos installations de recherche, où des centaines de scientifiques ont mené des travaux novateurs en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Rebecca a posé des questions intelligentes. Elle était manifestement bien informée sur les questions de politique culturelle, malgré sa gêne évidente, elle s'est impliquée professionnellement dans le sujet. Dans le hall des océans, debout sous la maquette de la baleine franche de l'Atlantique Nord, j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le changement climatique et l'éducation du public. Nous ne sommes pas seulement un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient chaque année plus de 600 articles évalués par des pairs.
Nous conseillons le Congrès sur la politique environnementale, la préservation culturelle et le financement de la recherche scientifique. Le Congrès, répète Rebecca. Vous conseillez, oui. J'ai témoigné devant la commission des crédits de la Chambre des représentants 3 fois au cours des 2 dernières années, la dernière fois sur l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle. Tom Bradford prend une note sur sa tablette. La députée préside la sous-commission des arts et de la culture. Je suis surpris que votre témoignage ne soit pas passé sur notre bureau. Il se peut qu'il l'ait été, ai-je dit. J'ai témoigné en tant que Dr Mitchell, directeur exécutif, et non en tant que sœur de Derek. Rebecca a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des artefacts de tous les continents, j'ai expliqué nos programmes de rapatriement d'objets culturels indigènes. J'ai discuté des complexités éthiques des collections muséales constituées pendant les périodes coloniales. C'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si important. Nous devons coordonner nos approches de la décolonisation, du changement climatique, de l'accès numérique et de la préservation culturelle. Le sommet, dit Rebecca, c'est demain soir. Oui. La réception d'ouverture a lieu à la National Gallery, mais nous organisons plusieurs séances de travail ici même au cours des 3 jours suivants. 50 réalisateurs de 32 pays. Et c'est vous qui coordonnez tout ça? Je suis le directeur hôte, oui. Je prononcerai le discours d'ouverture et j'animerai 2 des tables rondes. Nous avons traversé le pavillon des papillons, la salle des fossiles et l'exposition sur les origines humaines. À chaque arrêt, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais aussi les recherches qui les sous-tendaient, les programmes éducatifs, les actions de proximité, les initiatives numériques qui permettaient à nos collections d'être accessibles à des millions de personnes dans le monde entier. Lorsque nous sommes arrivés dans mon bureau au 3e étage, Rebecca avait l'air choquée. Voulez-vous voir où se passe le travail administratif? Lui ai-je demandé. Elle a hoché la tête en silence. Mon bureau donnait sur le National Mall. Les murs étaient tapissés de livres, de textes d'anthropologie, de revues d'études muséales, de documents de politique culturelle. Mon bureau contenait des piles de rapports, une photo encadrée de moi recevant la médaille nationale des arts des mains du président, et une petite ammonite fossile que mon mentor m'avait offerte à la fin de mon doctorat. C'est ici que vous travaillez, dit Rebecca, plus à elle-même qu'à moi. Oui, mais je passe tout autant de temps en réunion, à l'occasion d'événements organisés par des donateurs, à témoigner sur la colline ou à visiter nos stations de recherche dans le monde entier. Tom Bradford prenait des notes plus frénétiquement maintenant. Madame la députée, il s'agit d'une excellente opportunité de partenariat. Le travail du Dr Mitchell s'aligne parfaitement sur les priorités de votre sous-commission. Oui, dit faiblement Rebecca. Je le vois bien. Jennifer Noctan entre. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation française. Dites-leur que je les rappellerai dans 20 minutes. Par ailleurs, le directeur du Louvre aimerait organiser une réunion préalable au sommet avec vous. Cet après-midi, si possible, le Dr Mitchell a été nommé sur la liste Forbes des 30 ans et moins. A reçu le prix de l'innovation pour le développement durable des Nations Unies et a publié des travaux de recherche novateurs sur les applications des énergies renouvelables. Elle représente le meilleur de ce qu'une éducation à Stanford peut apporter, en utilisant l'entreprise comme une force de changement positif dans le monde. Mon cœur battait la chamade. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le Dr Sarah Mitchell. Je suis montée sur cette scène sous des applaudissements aveuglants. Les écrans affichaient mon visage, mon nom, mes références. Je me suis dirigée vers le podium en regardant les 427 diplômés et les milliers de membres de leur famille. Étaient là, dans la section 114, rangée 22, je les ai vus, ma mère, debout devant un applaudissement, figée au milieu des applaudissements. La bouche ouverte. Son visage blanc. Mon père, à côté d'elle, agrippant la coudoir de son siège. Le regard fixe. Derek, dans la section des diplômés, debout avec tous les autres. Son visage était un mélange de choc et d'autre chose. De la fierté peut-être? Ma mère a saisi le bras de mon père, exactement comme dans mon imagination. Ses jointures étaient blanches. J'ai souri et j'ai commencé mon discours. Merci, monsieur le doyen Morrison, pour cette présentation incroyablement généreuse.
Et félicitations à la promotion 2026 du MBA. Vous avez travaillé incroyablement dur pour être ici aujourd'hui et vous pouvez être fier. Ma voix était stable, forte. Rien à voir avec l'incertitude de l'étudiant diplômé qui avait marché seul sur une scène il y a 4 à NS. Il y a 4 ans, je me tenais sur une scène différente de Stanford pour recevoir mon doctorat. C'était l'aboutissement de 8 années de recherche, de milliers d'heures de travail et d'un nombre incalculable d'expériences ratées. J'ai fait une pause, regardant directement la section 114. Mes parents ne sont pas venus à la remise des diplômes. Ils m'ont dit que mon doctorat n'était pas pratique. Une perte de temps. Ils ont dit que mes 8 années d'études n'avaient pas d'importance parce qu'elles ne déboucheraient pas sur une véritable carrière. Le stade est silencieux. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Un doctorat ne garantit pas le succès. Il ne garantit pas la richesse. Il ne garantit même pas que vous trouverez un emploi dans votre domaine. J'ai vu la main de ma mère se porter à sa bouche. Mais voici ce que mon doctorat m'a apporté. Il m'a donné les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes complexes. Et elle m'a appris à penser de manière critique, à échouer de manière productive, à persister lorsque tout le monde dit que quelque chose est impossible. Il m'a donné les bases pour construire quelque chose de significatif. J'ai cliqué sur ma première diapositive. Une photo d'un village au Kenya, éclairé la nuit par nos micro-réseaux. Voici Kibra, un village situé à l'extérieur de Nairobi. Il y a 2 ans, ce village n'avait pas d'électricité. Les enfants étudiaient à la lumière des bougies. Et la clinique médicale ne pouvait pas réfrigérer les vaccins. Les petits commerces fermaient au coucher du soleil. Diapositive suivante. Le même village transformé. Voici Kibra aujourd'hui. Grâce à une technologie développée dans le cadre de mes recherches doctorales, nous avons installé un micro-réseau solaire qui alimente tout le village. Les enfants peuvent étudier après la tombée de la nuit. Et la clinique sauve des vies grâce à des médicaments réfrigérés. Les entreprises prospèrent jusqu'au soir. Diapositive suivante. Plus de villages. Des vies transformées. SolarReach alimente aujourd'hui 200 000 foyers. Cela représente environ 1 million de personnes dont la vie a fondamentalement changé grâce à une recherche universitaire peu pratique. J'ai regardé mes parents. Ma mère pleurait. Mon père avait la mâchoire serrée. Je ne vous raconte pas cela pour me vanter, mais pour souligner un point. La réussite n'est pas seulement une question de salaire ou de statut. Il ne s'agit pas de choisir la voie de la sécurité ou de faire ce que les autres attendent. J'ai cliqué sur une diapositive montrant la croissance de notre entreprise. Oui, la valeur de SolarReach est estimée à 420 millions de dollars. Oui. Nous avons levé plus de 100 millions de dollars auprès d'investisseurs. Oui, selon les critères habituels, nous sommes une entreprise prospère. Prochaine diapositive, retour au village. Mais ce n'est pas pour cela que je fais ce travail. Je le fais parce qu'un enfant de Tanzanie peut désormais faire ses devoirs après le coucher du soleil. Parce qu'une clinique médicale dans l'Inde rurale peut sauver des vies. Parce que des familles réparties sur les 6 continents ont des possibilités qu'elles n'ont jamais eues auparavant. J'ai fait une pause pour rassembler mes idées. Nombre d'entre vous, diplômés, poursuivront des carrières impressionnantes. Des salaires élevés, des titres prestigieux, des bureaux d'angle, et c'est merveilleux. Il n'y a rien de mal à réussir. J'y regardais directement Derek, mais je vous mets au défi de penser aussi à l'impact, à l'objectif, à l'utilisation de votre éducation à Stanford, de vos privilèges, de vos compétences, de vos opportunités pour rendre le monde vraiment meilleur. Derek me fixait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Car voici la vérité. Le travail qui compte le plus est souvent celui qui semble irréalisable au départ. La recherche qui n'aboutit à rien pendant des années avant de percer. La start-up qui a failli mourir 5 fois avant de réussir. Est la voix qui inquiète vos parents parce qu'elle n'est pas sûre ou conventionnelle. Et ma voix s'est adoucie. Certains d'entre vous ont des familles qui ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils ont accompli, qui ne mesurent le succès qu'en termes de dollars, qui les comparent à leurs frères et sœurs, à leurs amis ou à leurs voisins. J'ai vu ma mère s'essuyer les yeux. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez besoin de votre propre conviction. Vous devez croire que le travail que vous faites est important. Même si personne d'autre ne le voit encore. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. L'énoncé de la mission de notre entreprise, le pouvoir pour les gens, le but pour le profit.
Pour conclure, je voudrais dire ceci. Votre MBA vous donne des outils. Ce que vous construisez avec ces outils dépend de vous. Vous pouvez créer de la richesse. Vous pouvez construire un statut. Vous pouvez construire la sécurité. J'ai souri. Ou vous pouvez construire quelque chose qui change la vie. Quelque chose qui résout de vrais problèmes. Quelque chose qui compte d'une manière qui ne peut être mesurée par les revenus trimestriels. J'ai regardé les 427 diplômés. Vous faites partie des personnes les plus talentueuses, les plus instruites et les plus privilégiées du monde. Et ne gaspillez pas ce privilège dans un travail qui ne vous épanouit pas. Ne passez pas votre vie à courir après la définition du succès de quelqu'un d'autre. Dernière pause. Trouvez le problème qui vous brise le cœur. Puis réparez-le. C'est à cela que sert votre éducation. J'ai reculé de l'estrade. Félicitations, promotion 2026. Merci. Le stade a applaudi à tout rompre. Une ovation debout. Des milliers de personnes debout. Mais je n'en voyais que 3. Ma mère sanglotait dans l'épaule de mon père. Mon père me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Derek applaudissait, le visage fendu d'un immense sourire, secouant la tête avec stupéfaction. J'ai quitté la scène. Dean Morrison m'a pris la main en coulisses. C'était extraordinaire. Absolument extraordinaire. Nous n'avons jamais eu une telle réaction. Merci, ai-je dit, mais je l'ai à peine entendu. Mon esprit s'emballait. Que s'est-il passé maintenant? Est-ce que j'ai trouvé ma famille dans la foule? Est-ce que j'attends qu'ils me trouvent? Est-ce que je pars? La cérémonie se poursuit. Des diplômes ont été décernés. Des noms ont été appelés. Derek a traversé la scène. Derek Michael Mitchell, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la fierté parce qu'il avait travaillé dur pour obtenir ce diplôme. De la tristesse parce que nos parents n'avaient jamais considéré que ses réalisations et les miennes étaient aussi valables les unes que les autres. Colère parce que, même maintenant, je n'étais pas sûr qu'ils aient compris ce qu'ils avaient fait. À la fin de la cérémonie, je suis resté dans un couloir latéral, ne sachant que faire. Les diplômés et les familles défilaient. Certains m'ont reconnu dans mon discours et se sont arrêtés pour me serrer la main et me remercier. Puis je les ai vus. Et ma mère se frayant un chemin dans la foule, mon père derrière elle. Derek à la traîne avec son diplôme. Sarah, dit ma mère, la voix brisée. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans et 2 heures. Sarah, pas ici, ai-je dit à voix basse. Il y a trop de monde. Je les ai conduits dans une salle privée à laquelle Dean Morrison m'avait donné accès. Nous sommes restés dans un silence gênant. Mon père a fini par dire, tu es un CEO, d'une entreprise de 420 millions de dollars, cofondateur et directeur technique, ai-je corrigé. Mais oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A demandé ma mère. Je vous l'ai dit. À plusieurs reprises. Vous n'avez pas écouté. Tu as dit que tu faisais de la recherche. Tu n'as jamais dit que tu avais créé une entreprise. Je t'ai dit que j'avais quitté Stanford pour une start-up. Tu as dit que ce n'était pas pratique. Silence. Derek se racle la gorge. Ce discours était incroyable, Sarah. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit, mais pas méchamment. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous avons toujours posé des questions sur ton travail. Non, dis-je fermement. Vous m'avez demandé si j'avais déjà un vrai travail. Vous m'avez demandé quand j'allais prendre ma carrière au sérieux. Vous m'avez constamment comparé à Derek. Mais tu ne m'as jamais demandé sur quoi portaient mes recherches. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais. Vous ne vous en êtes jamais soucié. On s'en est soucié, a insisté ma mère, en pleurant. Nous étions juste inquiets. Vous étiez gêné, ai-je interrompu. Vous étiez gêné que j'ai passé 8 ans à préparer un doctorat au lieu de trouver un emploi. Vous étiez gêné par le fait que je n'avais pas un parcours professionnel conventionnel. Tu étais gêné de parler de moi aux gens. Ce n'est pas vrai. Maman, tu n'es pas venue à la remise de mon doctorat. Elle a dit que c'était une perte de temps. Tu as dit que le MBA de Derek était plus important. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Et maintenant? J'ai continué.
Maintenant que tu sais que j'ai réussi selon tes critères? Maintenant que j'ai de l'argent, de la reconnaissance et un statut? Maintenant, je compte. Tu as toujours compté, dit faiblement mon père. Alors pourquoi je ne valais pas un seul jour? La remise des diplômes de Derek valait une semaine de ton temps. Le mien ne valait pas un samedi. Personne n'a parlé. Derek a regardé nos parents. Elle a raison. Tu sais qu'elle a raison. Derek, a commencé ma mère. Non, maman. Je t'ai vu traiter Sarah différemment toute ma vie. Je savais que ça arrivait. Je n'ai rien dit. J'aurais dû. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolée, Sarah. J'aurais dû te défendre. Ces excuses inattendues ont fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit calmement. C'est un peu le cas. J'en ai profité. J'ai laissé faire. Ma mère pleurait à présent à chaudes larmes. Monsieur. S'il vous plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Nous avons eu tort. Nous nous sommes tellement trompés. À propos de quoi? J'ai demandé. Sur le fait que je n'ai pas réussi? Ou de la façon dont tu m'as traité? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Tu regrettes que j'ai réussi. Tu es désolé de t'être trompé à mon sujet. Mais es-tu désolé de m'avoir fait sentir que je ne valais rien? De m'avoir comparé à Derek pendant toute ma vie, d'avoir raté la réussite la plus importante de ma vie parce que tu as décidé que ça n'avait pas d'importance. Mon père s'est avancé. Monsieur, nous vous aimons. Nous vous avons toujours aimé. Peut-être, ai-je dit, mais l'amour n'est pas suffisant quand il est assorti de conditions, quand il dépend de ma capacité à répondre à votre définition de la réussite. Point. Que attendez-vous de nous, a demandé ma mère avec désespoir. J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses? Je n'en ai jamais entendu parler. Une explication? Il n'y en avait pas une qui me satisferait. Une promesse de changement. Les mots sont faciles à prononcer. Je ne sais pas, ai-je admis. Honnêtement, je ne sais pas. Nous nous tenions là, à 1,50 m l'un de l'autre, un océan de douleur entre nous. Je dois y aller, ai-je finalement dit. J'ai un dîner avec le doyen Morrison et quelques professeurs. Pouvons-nous parler plus tard? Mon père a demandé. Pouvons-nous essayer? Je les ai regardés. Mes parents, qui avaient façonné mon enfance, mon estime de soi, ma relation avec le succès, qui m'avaient appris que la réussite comptait plus que le caractère. Que le statut comptait plus que la substance. Ils avaient manqué l'obtention de mon doctorat et brisé quelque chose en moi qui ne guérirait jamais complètement. Mais ils restaient mes parents. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Je les ai laissés là et je suis allé dîner. Au cours des semaines qui ont suivi, mes parents ont tenté de renouer le contact. Appel téléphonique, courriel, une lettre manuscrite de ma mère de 12 pages. Derek et moi avons commencé à parler davantage. Des conversations et non des mises à jour superficielles. Il a admis qu'il avait toujours ressenti la pression d'être l'enfant chéri, qu'il avait choisi sa carrière en partie parce que c'était ce qu'il voulait. Je pense à un changement, m'a-t-il dit 2 mois après l'obtention de son diplôme. Peut-être faire quelque chose de plus significatif que du conseil. Comme quoi? Je ne sais pas encore. Mais votre discours m'a fait réfléchir. À propos de l'impact. Au sujet de l'objectif. C'est super, Derek. Peut-être pourrions-nous prendre un café un jour? Parlons-en. C'est ce que nous avons fait. 1 fois par mois. Puis 2 fois. Nous avons lentement reconstruit une relation qui avait été freinée par le favoritisme de nos parents. Quant à maman et papa, je les ai tenus à distance pendant longtemps. La blessure était trop fraîche, trop profonde. Mais à Noël, 8 mois après l'obtention du diplôme de Derek, j'ai accepté de dîner avec eux. C'était gênant. Plein de longs silences et de mots prudents. Mais cela a porté ses fruits. Mon profil Forbes 31h30. Des photos de conférences. J'ai tout suivi, dit-elle calmement. Je sais que je suis en retard. Je sais que j'ai raté beaucoup de choses. Mais je fais attention maintenant.
Ce n'était pas assez. C'est loin d'être suffisant. Mais peut-être qu'un jour, ça pourrait donner quelque chose. Un an après l'obtention du diplôme de Derek, Solar Rich a franchi une étape importante. Nous avions alimenté notre millionième maison. 1 million de foyers. 5 millions de personnes qui n'avaient jamais eu accès à une électricité fiable. Michael et moi étions dans notre bureau, regardant la carte montrant toutes nos installations réparties dans 47 pays. Nous avons réussi, a-t-il dit. C'est vrai, j'en conviens. Mon téléphone a sonné. Un message de ma mère. Elle a vu la nouvelle de la millionième maison. Zara, je suis incroyablement fière de toi. Pas à cause du nombre ou du succès, mais parce que tu changes la vie des gens, tu avais raison. Ton doctorat n'était pas inutile. C'était la base de quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour m'en rendre compte. J'ai regardé le texte pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci, maman. Ce n'était pas un pardon. Pas complètement. Mais c'était une reconnaissance. Un progrès. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai sorti mon diplôme de doctorat. Je l'avais gardé dans un tiroir pendant 4 ans, trop douloureux pour le montrer. Maintenant, je l'ai accroché à mon mur. Sarah Mitchell, docteur en philosophie dans le domaine de l'ingénierie environnementale. Pas inutile. Jamais inutile. La base de tout ce que j'avais construit. Tout ce que j'étais devenu. J'ai repensé à cette journée solitaire de remise des diplômes. Assis dans l'arène, je regardais les familles faire la fête alors que j'étais seule. Traverser l'estrade en silence. Cela m'avait fait tellement mal. Mais cela m'avait aussi appris quelque chose de crucial. Ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de qui que ce soit. Ni de mes parents, ni de la société. Ni même de ma propre famille. Ma valeur venait du travail lui-même. Des problèmes que je résolvais. Des vies que je changeais. Des villages éclairés la nuit grâce à des recherches que mes parents qualifiaient d'irréalisables. Des enfants qui étudient après le coucher du soleil grâce à une technologie qu'ils jugeaient inutile. L'impact que j'ai eu dans le monde parce que j'ai refusé de me laisser définir par leur jugement. Il y a 4 ans, j'ai traversé cette scène seule. En mai dernier, j'ai franchi la scène de Stanford en tant que docteur Sarah Mitchell, PDG d'une entreprise qui change le monde. Et cela a fait toute la différence. Is officially complete mush. Is your brain complete mush? Complete mush. You're not alone. I'm so sleepy. So do you now see the power of the brain melter? You feel it. You feel it.
and fall asleep. Good sleep. Good sleep.